Bonjour tout le monde, je rediffuse un live avec Marc Lynx, ex-commissaire à l'Union européenne, l'entretien du jeudi 2 décembre 2021, où je lui ai posé plusieurs questions, dont je vais vous les énumérer, il y en a 10. Avec moi, il y avait aussi Laurent Fett de la chaîne Immédiat qui m'a accompagnée, et ça a enrichi notre émission des universités populaires. Mais tout ça, il va nous l'expliquer en long et en large, et vous allez voir sa solution à lui. Et je pense aussi également que c'est je n'arrête pas de le dire, hein, c'est l'aventure la plus grande, c'est son voyage intérieur, et c'est en se changeant soi qu'on change le monde extérieur. Puis par rapport aux scientifiques, il en parle, par rapport aux politiques, il parle de choses, donc vous allez voir sa façon de voir les choses et ses solutions, parce qu'ici, lui, donne des solutions. Contrairement à beaucoup de monde qui font des émissions sur l'actualité, la géopolitique, etc., etc., mais qui donnent jamais de solutions et on tourne souvent bien au rond. Enfin voilà. Donc c'est une superbe émission que je voulais vous remettre à jour, que je n'ai plus postée. En fait, dès qu'elle a été finie, je l'avais mise en privé. Je l'ai même supprimée de la chaîne, je l'avais mise complètement de côté. J'ai juste raffiné quelques détails pour la mise en diffusion et rajouter un clip vidéo qui allait très bien à l'époque. La balade automnale à la fin, ça dure plus ou moins, l'entretien dure plus ou moins 1h20, voilà, pas plus. Que faut-il pour réenchanter le chemin? 2. Vers quelle civilisation allons-nous? 3. Que pensez-vous de la cancel culture, le mouvement woke? 4. Est-il possible un retour au pays souverain, en Europe ou ailleurs? 5. Que pensez-vous de l'Union européenne depuis que Jacques Delors n'y est plus? 6. Le nouveau paradigme, l'AI, le métaverse, est-ce un bien ou un mal? 7. L'humanité augmentée, oui, non et pourquoi? 8. 2 ans de crise sanitaire, que sera la suite? 3 petits points. 9. La solution pour vous, ce serait quoi dans ce joli monde?
10. Avez-vous de la nostalgie, de la mélancolie de l'ancien monde que l'on force absolument à quitter? Voilà, ça c'était les 10 questions que je lui ai posées à l'époque. Et vous verrez que je ne pose pas forcément dans la diffusion là. J'ai coupé mes parties parfois parce que je trouvais que ça ne servait à rien. Autant le laisser parler directement de la question. Et j'ai laissé quelques questions de Laurent aussi. Une personne très haute en couleur, très positif, vraiment remarquable. On peut dire que c'est une personne remarquable et ça c'est vraiment la sagesse des personnes âgées, on va dire, qu'on a besoin. Ça c'est vraiment un exemple de sagesse. Et je le remercie encore d'être passé et peut-être que je le réinviterai un de ces quatre, peut-être, on ne sait jamais. Donc bonne écoute, bon live à tout le monde et à bientôt. J'ai eu 3 vies. La première vie, j'ai été prêtre catholique de fait. Et puis le jour où j'ai décidé de me marier, ben, je me suis retrouvé sur le trottoir. Et puis j'étais chômeur. Et puis j'ai eu la chance de me retrouver à la Commission européenne, à la cellule de prospective tout en haut, pendant 10 ans. Et puis là, à un moment, on m'a dit aussi, tiens, votre contrat est terminé. Et je me suis de nouveau retrouvé sur le trottoir. Donc j'ai dû réinventer ma vie encore une fois. C'est peut-être aussi ce qui explique que j'ai été obligé d'avoir une vue assez dynamique de l'existence. Voilà. Et j'ai vu beaucoup de choses. Donc j'ai appris Beaucoup de beaucoup de choses, choses par l'expérience. Oui. c'est-à-dire beaucoup de choses vrai que Mais je sais pas écoutez, beaucoup. quand vous êtes au sommet de la Commission européenne, un des conseillers du président, vous pouvez aller à la Maison Blanche, vous pouvez aller à Pékin parler aux conseillers du président de la Chine, vous pouvez aller n'importe où. Et j'ai rencontré là le meilleur et le pire. Mais j'ai rencontré un peu partout, y compris en Chine, des gens qui étaient tout à fait conscients du fait qu'on change de civilisation. C'est absolument passionnant. Et d'autres fermés comme des bûches. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi est-ce que vous avez été choisi par Jacques Delors pour faire partie de l'unité d'études prospectives de la Commission européenne? Qu'est-ce qui vous caractérisait dans Mais votre CV? Comment vous a-t-il trouvé? en fait, j'étais déjà à la commission et je venais de terminer un rapport pour FAST, Forecasting and Assessment of Technology. J'avais fait un rapport, les religions face à la science et la technologie. Et Delors a dit, moi je veux un type qui étudie les religions, l'aspect spirituel, l'éthique, etc. Faites-moi venir ce type. Et je me suis retrouvé là-bas. Qu'est-ce que vous pensez que vous avez apporté? Je crois que j'ai apporté une dimension spirituelle et vraiment le changement de paradigme. Même dans la cellule, tout le monde n'avait pas la même vision du changement actuel. Et comme j'ai été invité en Californie au State of the World Forum. C'est un forum qui fait l'état du monde. Et là, j'ai découvert 1000 personnes qui parlaient de la nouvelle civilisation, du changement de paradigme. Et je me suis dit, ah bon, je ne suis pas le seul. En quelle année? 96, 97, 98 et 99. Donc 4-5 ans. Et j'ai participé à cette réflexion, c'était passionnant. Alors, il y avait des tout grands formats dans cette assemblée. Il y avait des conseillers du président. J'étais assis à côté d'une des dames qui était conseillère du président des États-Unis. C'était une réflexion, je dirais, au niveau 10.
Et puis, je me suis rendu compte que les plus jeunes qui étaient là, ils n'ont pas accepté que ce changement de paradigme touchait aussi l'économie mondiale, l'économie capitaliste. On changeait ça aussi. On allait vers une économie immatérielle. Et ces jeunes ont reculé. Donc, ceux qui gèrent la Silicon Valley maintenant sont au niveau 5, pas au niveau 10. Eh bien, leur analyse du changement est devenue médiocre. Ils ont compris certaines choses. Les gens qui font tourner Google, qui font tourner Apple, qui font tourner Amazon, ils ont très bien compris certaines choses, mais ils n'ont pas compris le changement de paradigme. Donc, ils font tourner le nouveau système dans le vieux paradigme économique. Ils font beaucoup de fric, mais ils ne font plus sens. L'analyse des anciens d'il y a 20 ans. Ces anciens sont morts. Moi, je suis un des plus vieux. Mais je crois que l'histoire continue à avancer. You cannot stop. Tu ne peux pas arrêter l'histoire. Donc, il y a une partie de ces gens-là qui refusent, par exemple, toute dimension spirituelle, des transhumanistes. Je vais aborder la question par la physique quantique. David Bohm, qui était simplement professeur de physique quantique à Princeton, bon, connaissait un peu la matière. À la fin de sa vie, il a dit, attention, si on veut faire la synthèse entre Einstein d'un côté et Heisenberg et Bohr d'autre part, tous prix Nobel, l'un c'est la relativité générale et l'autre c'est la physique quantique, qui ne se parlaient plus. Si on veut faire synthèse, il nous faut considérer qu'il y a deux réalités. Il y a notre réalité dans l'espace et le temps, et nous croyons de manière un peu simpliste que c'est la seule chose qui existe. Et il existe une autre réalité dans la physique quantique qui est en dehors du temps et de l'espace. Et cette seconde réalité est la vraie réalité. On a gentiment exclu David Bohm des cercles de physique quantique bien vus, officiels. Je vous raconte autre chose. Willis Harman, qui était un des grands penseurs de la Silicon Valley, a dit « Attention, on change de métaphysique. En physique quantique, si tu observes un phénomène, il se transforme. Si tu observes un électron, il passe de la forme vibratoire à la forme corpusculaire. La matière apparaît. » Et donc, Willis Harman a averti en 1995, nous changeons au niveau mondial, nous changeons de métaphysique. C'est la conscience qui fait apparaître la matière. Si tu dis ça à Louvain-la-Neuve aujourd'hui ou à l'ULB, on te met directement à la porte. Ce que les transhumanistes n'ont absolument pas compris. Ou ne veulent pas comprendre? Non, je crois qu'ils ne comprennent pas. Yuval Harari, qui est un des transhumanistes les plus brillants du monde, il dit, le cerveau humain, les émotions humaines, ce sont des réactions entre des particules. Un point, c'est tout. Il n'y a pas de conscience, il n'y a que de la matière, c'est tout. Et donc, leur métaphysique, la base de leur vision, est dépassée. Donc, ils sont sur le quai, le train du changement de civilisation est parti, les transhumanistes sont restés sur le quai. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas dangereux. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des milliards de dollars à leur disposition pour mettre des implants dans des êtres humains en croyant qu'ils vont augmenter leur capacité. Ils ont une vision du cerveau qui date d'il y a 30 ans, donc qui ne tient absolument pas compte des nouvelles découvertes et des nouvelles fonctions du cerveau qu'on est en train de découvrir. C'est passionnant, mais donc ils sont riches, intelligents, mais complètement dépassés. Comme souvent dans l'histoire, quand on est confronté à un gros changement, on fait comme dans la procession d'Echternach, 3 pas en avant, 2 pas en arrière. Donc, la réflexion de ces grandes entreprises de la Silicon Valley a régressé. Mais, en même temps, il y a une prise de conscience
des gens, ça vient d'en bas. Nous sommes en train de découvrir que le citoyen lambda, qu'il soit en Chine, qu'il soit à New York, qu'il soit à Bruxelles, le citoyen lambda se dit oui, mais nous avons créé quand même une civilisation de mort. Pourquoi? Eh bien, nous avons encore 17 fois la possibilité de faire sauter toute la Terre avec les réserves d'ogives nucléaires que nous avons. 17 fois. Pas une fois, pas deux fois. 17 fois. Et nous avons aussi des dogmes économiques qui promeuvent et qui continuent à pousser la croissance infinie dans un monde fini. Donc, nous avons créé une civilisation qui va droit vers des valeurs de mort. Et les gens, dans leur inconscient collectif, ils se disent non, pour nos enfants, des valeurs de vie. Et ça se passe pas chez 1, pas chez 2, pas chez 10, mais à peu près 2 milliards de citoyens sur les 7. Donc nous sommes en train de basculer. Et dans ces valeurs de vie, on a analysé, je vous passe les détails, dans ces valeurs de vie, une des 4 valeurs de vie fondamentales, c'est la redécouverte de l'intériorité. Ça ne veut pas dire religion, ça ne veut pas dire faire partie de telle église, secte, etc. Non, ça veut dire apprendre, par exemple, à méditer, à rester en silence avec soi-même, parce que ça change la vie. Alors j'aimerais revenir sur une base que vous avez mentionnée. Vous nous avez dit que voilà, nous sommes dans une société, je simplifie, de consommation. On nous a vendu, après la Deuxième Guerre mondiale, ce modèle libéral, capitaliste, qui nous a fait consommer à outrance. Vous l'avez dit, hein, de toute façon, un monde fini, croissance infinie, c'est mathématiquement impossible. Or, dans un pays comme la France, notre richesse, ce que nous avons, que ça soit l'eau au robinet, que ça soit nos biens de consommation, notre alimentation qu'on voit dans les supermarchés, etc., est sur la base du pétrole. Bien évidemment, les énergies carbone, le pétrole est essentiel. Pétrole que nous allons puiser dans des pays dans le monde, notamment le continent africain, que nous pillons, et toute notre richesse, notre confort à nous, en France, nous le devons sur l'exploitation de peuples que nous maintenons dans une pauvreté, parce que le continent africain est celui qui est le plus riche au monde, de par son sous-sol, mais c'est pas dans notre intérêt, c'est pas dans l'intérêt total que les Africains ou l'Afrique soient, à travers leurs différents pays, autonomes, indépendants, résilients et exploitent pour eux-mêmes les richesses de leur sous-sol. Donc forcément que ça aurait un impact sur nous, sur notre consommation. Donc vous parlez des 2 milliards. Donc 2 milliards sur 7, c'est quand même, bon, c'est pas la moitié, mais on s'en rapproche quand même pas mal. Donc ce qui est intéressant dans ce pourcentage, c'est de voir peut-être, déjà un peu en France ce qui se passe. C'est-à-dire que nous sommes dans un pays laïque. La Révolution française a tué Dieu, et on le voit, on pourrait le voir peut-être à travers le peu de fréquentation qu'il y a dans nos églises, et on pourrait le voir aussi à travers le communautarisme religieux, l'extrémisme de tout poil, de tout bord, qu'importe la religion. Et notamment, il y a des extrémistes dans le scientisme, dans le fait que la matérialité, il n'y a que ça de vrai, etc. Il a été montré dans un sondage très récent qu'il y a 60% des Français qui ne croient pas en Dieu. Oui. Ou en tout cas, sans pour autant parler d'eux, de transcendance. Donc, maintenant, juste pour fermer, excusez-moi, oui. Juste pour fermer cette grande parenthèse, c'était pour vous donner un peu l'état des lieux de ce que certains pourraient penser. Et donc ma question serait de dire, comment peut-on retourner vers cet essentiel en soi, comme vous le disiez, quand je dresse, j'allais dire, cette cartographie globale générale que je viens de citer? Alors, je vais répondre par un slogan. Il y a des athées qui sont plus spirituels que des évêques.
il faut absolument, absolument, surtout pour le public français, moins pour le public belge, distinguer entre religion et intériorité, spiritualité. On peut être athée et très spirituel. Ça, c'est très important. C'est ça le basculement. Nous sommes probablement à une époque où ça va être probablement la diminution des religions. Mais en même temps, les gens redécouvrent une intériorité citoyenne, comme Thomas d'Ansbourg en parle dans son dernier livre. Ça, c'est important. Les religions ont eu leur temps et à mon avis, elles sont en crise tout autant dans l'islam que dans les autres religions, le judaïsme, le christianisme, etc. Mais en même temps, il y a une aspiration à une dimension intérieure. Donc, mais bon, quand j'étais à la cellule de prospective et après, nous avons rencontré Paul Ray, qui a créé ce concept de créatif culturel. Et il a mesuré. Nous avons fait des enquêtes en Europe, aux États-Unis. Nous avons réfléchi avec des spécialistes de l'islam et on est arrivé justement au fait que ces créatifs culturels qui sont en train de créer la culture de demain ont tous, presque tous, une dimension d'intériorité nouvelle. C'est pas mal. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire quand vous nous dites qu'un athée peut être plus spirituel qu'un évêque? Pour vous, qu'est-ce que sont que les qualificatifs ou quelle est la marque de quelqu'un de spirituel? Ça se traduirait comment? Ou spirituel ou de l'intériorité, comme vous l'appelez? Quelles sont les caractéristiques? Comment peut-on reconnaître quelqu'un qui se dit, enfin, que l'on pourrait qualifier d'intérieur ou de spirituel? Écoutez, je vais être très terre à terre. Moi, j'ai rencontré des athées qui rayonnaient. Au niveau énergétique, tu sens que ces gens sont bien dans leur peau et qu'en plus, ils rayonnent d'une énergie positive. Et tu vois des types qui sont tout à fait des hauts dignitaires de l'église X ou Y et qui sont des gens qui ne rayonnent de rien du tout. Donc, je crois que la spiritualité a aussi quelque chose à voir avec l'être au monde, avec le rayonnement. Alors, certains parlent d'aura, etc. Moi, je ne vois rien de tout ça, donc je ne sais rien dire. Mais je sens quand même qu'il y a des gens qui sont bien centrés en eux-mêmes. Alors, je vais donner un autre exemple. Je fais un week-end, je suis invité à un week-end avec des chefs d'entreprise. Et on leur dit, marchez s'il vous plaît sur cette poutre de 5 mètres. Et tout le monde marche, mais bon. Et puis on nous donne un arc et on nous dit, tirez avec cet arc. Et tout le monde n'atteint pas la cible, ça va dans tous les sens. Ces coachs nous ont aidés à aligner notre corps. Et le dernier jour, on a tous tiré pile dans le centre et on a tous marché sur la poutre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une intelligence du corps. Mais pour te brancher sur l'intelligence de ton corps, il faut apprendre à s'intérioriser d'une manière ou d'une autre. Certains le font par la musique, certains le font par la méditation. Chacun trouve. Voilà des choses tout à fait concrètes. Merci beaucoup. Il y a une question que j'ai vue sur le chat qui est intéressante. C'est M. Christotti.
Et il parlait de Goldman Sachs. Quel est le rôle de Goldman Sachs dans la construction européenne? Alors, du temps de Delors, moi j'ai été pendant 10 ans au sommet de la Commission européenne, il n'y avait aucun lobby qui pénétrait dans notre bureau. Les lobbies, ce sont des gens qui défendent des intérêts particuliers. Par exemple, le lobby du sucre ou bien le lobby de Monsanto. Maintenant, l'influence directe de Goldman Sachs sur la construction européenne, je ne sais pas. Je ne sais pas répondre à cette question. Je n'ai pas d'informations. C'est tout à fait possible qu'il y ait une influence. Je crois personnellement qu'il y a pour le moment dans notre monde des gens très très haut placés dont on ne connaît pas le nom et qui sont souvent associés au monde bancaire et qui tentent de diriger notre monde. Dans quelle mesure Goldman Sachs est-il en train, ou il y a d'autres forces économiques majeures qui influencent, mais je ne sais pas répondre avec précision. D'accord. Donc voilà, je pense que c'est assez clair. On va commencer par les questions que j'avais prévues. Et alors, il y en a 10, mais bon, je vais commencer par la première. Que faut-il pour réenchanter le chemin? Je dirais que le réenchantement, c'est d'abord le réenchantement intellectuel de la vision. 2, c'est le réenchantement de nos sentiments. Et 3, c'est le réenchantement de l'âme. Alors, la première chose, c'est de comprendre qu'il est très possible que nous soyons à une époque qui ressemble au début de la Renaissance. Mais le début de la Renaissance, vous croyez que c'était facile, vous? Vous croyez que c'était facile pour Galilée et tous les autres, et tous ceux qu'on a brûlés? Donc, le début d'une transformation comme la Renaissance, ce n'est jamais facile. Et une fois qu'on comprend que qu'il y a des éléments qui peuvent nous faire penser que nous sommes au début d'une renaissance, mais pas seulement européenne, mais mondiale, wow, ça devient fantastique. Ça, c'est ce que j'essaye d'expliquer dans ce livre-là. Surgissement d'un nouveau monde. Valeurs, vision, économie, politique, tout change. Ça, c'est le niveau intellectuel. Mais il faut aussi apprendre, et ce que beaucoup de chefs d'entreprise n'ont pas appris, c'est apprendre à guérir nos souffrances d'enfance. Tout ce qu'on n'a pas guéri en nous, nous avons tendance à le projeter sur les autres. Ça, c'est important. Ça, c'est le niveau, je dirais, psychologique. Et puis 3, il y a le niveau de l'âme, c'est-à-dire le niveau de l'intériorité, qui n'est pas nécessairement religieuse. Apprendre à passer du temps en silence avec soi-même. C'est juste le contraire de la société de consommation. La société de consommation fait en sorte que vous n'ayez plus une seule seconde avec vous-même. Les gens courent partout, c'est assez stressant, oui, oui, oui. Mais c'est Oui, beau ce bien. que vous dites par rapport à la comparaison du monde d'aujourd'hui à la Renaissance. Je trouve ça très, très joli. En fait. Si vous voulez un peu de précision, à la Renaissance, il y avait une nouvelle vision et une nouvelle technologie. La nouvelle vision, c'était que la Terre n'est pas plate, elle est ronde et elle tourne autour du Soleil. Copernic. Et la nouvelle technologie, c'était Gutenberg qui a inventé la presse à imprimer. Et on a pu imprimer des Bibles. Et c'est ça qui a donné la possibilité pour la réforme de mettre une Bible dans la main de chaque réformé chrétien. Et aujourd'hui, la nouvelle vision, c'est justement cette nouvelle métaphysique qui vient de la physique quantique. C'est la conscience qui fait advenir la matière. Et la nouvelle technologie, c'est le web open source. Ouais. Donc, pardon, mais les GAFAM, Big Pharma n'en ont rien à faire de l'enchantement. Ils ne veulent que des consommateurs d'inutiles. C'est exactement ce que j'ai dit il y a 10 minutes. Donc, ils n'ont pas compris, mais absolument pas compris
le changement et la profondeur du changement actuel. Ils l'ont même refusé parce que ce changement, il a été expliqué au State of the World Forum à San Francisco il y a 30 ans et ils l'ont refusé. C'est donc normal qu'ils le refusent aujourd'hui. Mais l'histoire n'est pas finie. Et l'endroit du monde où on va faire une évaluation éthique de l'intelligence artificielle et de tout ce qui est en train de se développer autour de ça, ça va se faire où? Ni aux États-Unis, ni en Russie, ni en Chine, ni en Inde. Ça va se faire en Europe, si ça se fait. Et qu'est-ce qui vous fait Mais croire? Bien évidemment que chacun est libre, mais qu'est-ce qui vous fait penser que c'est en allant vers l'intériorité, vers cette intériorité que, nous trouverons entre guillemets quoi? Des solutions, de quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous parlez de réenchantement ou, de retrouver cette intériorité? Qu'est-ce que ça implique pour, ceux qui n'ont pas encore franchi le pas? alors, je vais vous raconter, je vais vous citer Arnold Toynbee. Arnold Toynbee a écrit de très beaux livres sur l'avènement de la société industrielle. Et il a dit, quand on change, on passe de la société agraire à la société industrielle, a few percent, un petit pourcentage des citoyens se transforment leurs valeurs de base et les adaptent au projet suivant de l'humanité. A few percent, 2-3%. Les 2-3% dans ce cas-ci sont 2 milliards de gens sur les 7 qui sont en train de préparer inconsciemment la société et la civilisation de demain. C'est mon hypothèse. Peut-être que je me trompe, mais disons que j'ai travaillé là-dessus pendant 20 ans. Et je vais le publier dans un livre chez Actes Sud qui va sortir dans 6 mois. Parce que la transformation de la société vient d'en bas. Ce sont les citoyens, une minorité de citoyens qui commencent à changer de valeur. C'est ça que nous sommes en train d'observer au niveau mondial. Maintenant, il y a évidemment 70% de citoyens qui ne voient absolument pas de quoi il s'agit. Ils ont le droit. Donc, je ne vais pas essayer de convaincre qui que ce soit. Je crois que le rôle des intellectuels est d'aider les gens à penser ce qu'ils n'osent pas penser, mais qu'ils perçoivent. C'est ça le but de mes livres. Ce n'est pas de convaincre ceux qui sont dans un autre paradigme de changer de paradigme. Cool. Et je peux vous dire ceci, ce n'est pas la peine d'essayer de faire changer quelqu'un de paradigme. No way. Ça ne marche pas. Je vais vous raconter, j'habite dans un village en Belgique. Et quand je parle à mon fleuriste, il me dit « Ah oui, tout ce qui est dit à la télévision, ça c'est la vérité. » Et je parle à ma garagiste et elle me dit « Mais le gouvernement là, il nous prend pour des cons ou quoi ?» Et donc vous avez des gens qui commencent à se poser des questions. Ils ne sont pas des intellectuels, avec leur bon sens. Ils disent « Moi, je ne suis pas d'accord avec tout ce que le gouvernement nous impose. » Ils nous prennent pour des fous, ou ils nous prennent pour des idiots. Et d'autres qui disent « Mais non, pas du tout. » Et donc vous avez, au niveau du simple citoyen, une prise de conscience qui s'accélère. Plus la crise du Covid, plus le management du Covid par nos gouvernements continue, plus elle devient autoritaire, parce que au niveau des droits de l'homme, que vous aimiez les vaccins, que vous n'aimiez pas les vaccins, bon, mais on ne peut pas obliger les gens à prendre un médicament ou à se vacciner. Ça, le Conseil de l'Europe l'a dit, le Tribunal des droits de l'homme l'a dit, tout le monde l'a dit, et cependant, nos gouvernements s'acheminent petit à petit vers l'obligation vaccinale. Ça, c'est contraire aux droits de l'homme. Et la plupart des gens, il y a un nombre croissant de gens qui commencent à prendre conscience que quelque chose ne va pas. Donc, normalement, c'est contre les droits de l'homme, mais ils imposent. Mais pourquoi ? Si normalement on ne peut pas,
normalement c'est interdit, comment ils peuvent obliger, imposer? Eh bien, c'est ce qu'ils font. Ils le font en Autriche. En Autriche, ils essayent d'obliger tous les citoyens jusqu'aux enfants de 5 ans à se faire vacciner. Et si vous n'acceptez pas, la police, et que vous êtes dans la rue, la police peut vous dire rentrez chez vous. Ou bien nous allons vous mettre dans un camp d'internement. Donc, dans certains pays, je crois en Australie, ils sont en train d'envisager des camps d'internement pour les gens qui ne se vaccinent pas. Donc, ça Ouais, c'est déjà devient en place. c'est déjà en place. Hein? Bon, Ouais. eh bien, ça, pour moi, c'est contraire, absolument contraire aux droits de l'homme élémentaires. Et il y a un nombre de citoyens croissant qui commencent à en prendre conscience. Alors, je vais vous raconter l'histoire du 100e singe, vous la connaissez. Oui. Donc, ce sont des Japonais qui ont fait des expériences sur les îles du Pacifique où il y a des singes qui vivent, il n'y a pas d'humains, il n'y a rien, mais ils ont appris à certains singes de peler les pommes de terre qu'ils ramassaient et de les tremper dans l'eau pour ne pas avoir des petits morceaux de sable dans les dents. Et il y a un singe qui apprend ça, et un deuxième, et un troisième. Et quand on arrive au 100e, que se passe-t-il? Le lendemain, sur toutes les îles du Pacifique, à 1000 km de distance, tous les singes pèlent les patates. Donc, la mutation peut aller et on ne sait pas expliquer, mais la mutation peut se passer de manière mystérieuse. Ça me plaît beaucoup, cette histoire du 100e singe. Ça bascule. Comment ça a basculé? Mais personne ne sait expliquer. Mais Si, on le il y en a. constate. Il y en a qui ont Comment? des théories par rapport à ça. Il y a le biologiste Rupert Sheldrake qui a la théorie des champs morphogénétiques. Mais tout à fait, et il a tout à fait raison, je le connais bien, c'est un ami. Je vais passer à la seconde question. Et Allez. vers quelle civilisation allons-nous? Nous Ok. allons vers une renaissance mondiale. On pourrait dire aussi que nous allons vers la noosphère. C'est un bouquin qui vient de sortir de Patrice Van Hersel. La noosphère, c'est le rêve de Teilhard de Chardin, qui était un visionnaire il y a 100 ans. Il est mort il y a longtemps. Et la noosphère pourrait être un nouveau niveau de conscience. Et c'est au fond ça qui est en train de se passer. Nous changeons de niveau de conscience. Alors, Einstein disait toujours, quand vous avez un problème difficile, mais il faut regarder les choses de plus haut. Sinon, vous ne parviendrez pas à le solutionner. Eh bien, notre civilisation, et c'est ça que Teilhard avait prévu, est confrontée à des problèmes difficiles d'énergie, de développement, de justice sociale, etc., que nous ne parvenons pas à résoudre, sauf si nous regardons les choses de plus haut. Nous élevons notre niveau de conscience. Et en élevant notre niveau de conscience, nous allons vers plus de solidarité et plus d'amour. Tiens, c'est bizarre. Voilà ce que disait Teilhard. Et si c'était là-dedans que nous étions embarqués? Excusez-moi d'être positif. Ah, moi, je suis d'accord avec vous. Hein. Mais bon, il n'y en a pas beaucoup qui, qui partagent. Enfin, peut-être actuellement, mais moi, je suis assez d'accord que c'est avant tout un voyage intérieur qu'il faut le faire pour être mieux vers l'extérieur. Ça, Les musiciens, les grands musiciens sont des gens qui se connectent à leur être intérieur pour être géniaux. Mozart, il recevait presque la musique d'en haut. C'était des génies, mais pourquoi il écrivait, et ce qui sortait, c'était génial. Donc la musique fait aussi toucher à l'intériorité, au divin en toi, à la lumière intérieure. On va passer à l'autre question qui est possible un retour au pays souverain en Europe? Ma réponse, elle est non. Pourquoi? Pas parce que l'Union européenne n'a pas d'énormes défauts, c'est vrai. Mais l'Union européenne a une chose de positive qu'il faut reconnaître,
c'est que nous avons créé depuis 70 ans une zone de non-guerre entre les États membres. Entre les États membres, je n'ai pas dit à l'extérieur. Entre les États membres de l'Union, depuis 70 ans, il n'y a pas eu de guerre. En cela, l'Union européenne préfigure la nouvelle civilisation qui va dépasser la guerre. Wow. Même si tout le reste est changé, les structures, s'il y a des manipulations, il y a des lobbies, tout ça est vrai, il n'en reste pas moins que le projet lui-même annonce la nouvelle civilisation. Nous sommes les seuls au monde. Et ça, il faut quand même s'en rappeler. Donc c'est pour ça que je dis, il ne faut pas tout casser, ça ne sert à rien. Et vous savez, les pays membres aujourd'hui, ils ne représentent plus rien. Dans les 7 milliards de gens, l'Europe, la Belgique, la France, ça ne représente plus rien. Donc, il y a aussi cela. Nous avons avantage à garder une Union européenne, mais qui pourrait avoir des formes tout à fait différentes. Par exemple, une relation avec la Russie qu'il faut réinventer totalement. Avec les États-Unis, probablement aussi. Alors, à travers la prise de conscience qui a lieu, et notamment à travers le repli sur soi, hein, on en revient encore une fois avec ces 2 paradigmes d'une nouvelle peut-être humanité qui se fait jour avec ce contact à son intériorité, et puis la deuxième qui veut continuer à perpétuer les schémas millénaires. Et dans ce sens-là, il y a une sorte de repli sur soi. Les pays se referment, on arrête et on fustige tous les communautarismes, et mais pas que, bien évidemment, hein, je fais une généralité quand je dis ça. Et de l'autre côté, là, par exemple, hier, on peut voir que le Japon a dit à la Chine que si jamais cette dernière souhaitait envahir Taïwan, bah, qu'elle ne pourrait pas laisser faire, qu'elle serait obligée d'intervenir. Et hier aussi, notamment, on a entendu que le président Poutine a prévenu l'OTAN en disant: bon, écoutez, les chars, les missiles comme ça que vous mettez en Ukraine, en Biélorussie, ça va pas. Si vous mettez un nombre trop important, on sera aussi obligé d'intervenir. Sans compter l'inflation, le prix des matières premières, on voit qu'il y a des tensions entre les différents pays, et même au sein de l'Europe, ça se disloque de tous les côtés. Le bateau prend l'eau. Donc, comment est-ce que vous envisagez que on puisse se tourner vers, je ne sais pas, du dialogue, de la concorde, de la paix, quand il y a toutes ces tensions et ce repli sur soi? Il y a tout à la fois. Il y a le vieux paradigme et les vieilles forces qui essayent de garder leur pouvoir. Moi, je les comprends. Même si je ne suis pas de leur côté. Donc, il y a des logiques en politique, tout se mélange. Vous avez des logiques positives et vous avez des logiques négatives. Maintenant, les médias ne nous aident pas nécessairement énormément à analyser ce qu'on appelle les signaux faibles, les choses les arbres qui grandissent, ça se fait en silence. Les arbres qui tombent, ça fait beaucoup de bruit. Et donc, vous avez toujours des arbres qui tombent, mais il faut voir ce qui pousse. Alors écoutez, je m'excuse d'être positif, mais Vous pouvez avec plaisir. Oui. Le chef d'État, les chefs d'État ne peuvent rien faire s'il n'y a pas au moins une acceptation tacite de ce qu'ils font. Et donc, au moment où un nombre croissant de citoyens, qui n'est pas encore la majorité, mais un nombre important, commence à se poser des questions sur la manière dont on gère, par exemple, la crise du Covid. Mais ça pourrait être la manière dont on gère la crise de l'énergie. Ça pourrait être la manière dont on gère l'Europe. Les gens, il y a une partie croissante des gens qui ne marchent plus, qui se posent des questions. Et ça, ils n'avaient pas prévu. Parce que la stratégie actuelle de nos gouvernements est une stratégie de main de fer dans un gant de velours démocratique. Et ça suppose que les gens soient bien calmes. On les endort gentiment et voilà. Et cette stratégie
semble ne pas fonctionner si bien. Alors, je vais vous raconter, et en même temps, c'est la réponse à la question 8. Après la crise sanitaire, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je crois qu'il y a deux scénarios majeurs. Le premier scénario que nos gouvernements semblent favoriser, la Commission européenne également, les leaders actuels de la Commission européenne, c'est un monde à la chinoise, très bien décrit par l'émission d'Arte, 7 milliards de suspects. C'est en 2020, je crois. Il suffit d'aller voir sur le web. C'est une société de contrôle total, mais soft. Mais c'est qu'en Chine, si vous faites la moindre chose qui ne plaît pas au gouvernement, la lumière sur votre téléphone passe à l'orange et puis au rouge. Et si vous êtes dans le rouge, vous ne pouvez pratiquement plus sortir de votre maison, prendre un avion, créer une entreprise, fini. La vision de Davos, par exemple, Klaus Schwab, nous explique très bien que dans ce scénario, on va humaniser le corps humain et on va lui mettre des implants un peu partout, si bien qu'il sera un être augmenté, mais quand même contrôlé par l'ordinateur central. Ça, c'est le scénario numéro 1, qui semble, d'après les médias, le scénario le plus probable. Le deuxième scénario, c'est presque le contraire. C'est la prise de conscience par les gens que nous sommes en train de changer de civilisation et qu'une autre civilisation est possible. Et il faut bien remarquer que dans ce groupe de gens qui changent de valeur en silence, qui vont vers des valeurs de vie, personne ne peut arrêter ce mouvement. Et donc, même si le premier scénario semble gagner, c'est le second qui va gagner absolument, mais on ne sait pas à quelle vitesse ni comment. Quand le 100e singe va-t-il peler la patate, nous ne savons pas. Mais ce second scénario pourrait se révéler très important dans les années qui viennent. Je ne sais pas dire quand, et surtout, ne croyez pas les gens qui vous donnent des dates. Personne ne sait. En tout cas, dans les experts politiques que je connais, nobody knows. Personne ne sait. Alors, lui, il dit que depuis que l'Union européenne a été créée officiellement en 1993, les peuples de l'Europe de l'Est ont vu se dégrader leur environnement et leur qualité de vie. 3 petits points. D'abord, l'Union européenne a été créée en 1950 avec le traité de Rome. Hein? Bon, cool. Mais je ne suis pas certain que cette information soit exacte, mais je vais embrayer sur quelque chose de très intéressant. Moi, j'ai travaillé à Zagreb et à Belgrade, et j'ai dirigé une business school. Et j'ai compris que la domination communiste dans ces pays a blessé l'âme des gens. Quand vous êtes obligé, par rapport au KGB, à la police secrète, etc., de dénoncer des gens de votre famille, sinon on vous met en prison. Donc, les gens sont ils sont coincés, ou bien ils vont en prison, ou bien ils dénoncent, enfin bref, ils ont vécu 3 générations de mensonges systématiques. Eh bien, et c'est ça qu'on voit avec la Pologne, c'est ça qu'on voit avec la Slovénie, etc. Ils sont en train de digérer, de guérir lentement. Ça prend du temps. Et c'est toute notre civilisation mondiale qui est en train de guérir lentement. Et évidemment, il y a beaucoup de gens qui sont malades. Et évidemment, il y a beaucoup de gens qui sont dans la vision passée. Cool. Il y a une guérison qui se fait. Excusez-moi d'être positif. Par exemple, vous,
Vous avez l'air d'être quelqu'un qui est connecté à votre intérieur. Oui. Comment vous envisagez, votre rapport, à la vaccination? Comment vous envisagez votre rapport, peut-être, au changement climatique? Comment vous envisagez vos rapports avec, vos voisins, votre famille? Vous est-ce que vous participez peut-être, avec le bourgmestre? Est-ce que vous avez une action, entre guillemets, ce que l'on qualifie d'action politique avec l'extérieur? Comment vous interagissez avec votre environnement par rapport à toutes ces questions? Ça fait beaucoup de questions, hein. Oui, Moi, hein. je médite 1 heure par jour. Je ne dis pas que je médite bien, mais pour moi, méditer, c'est ça. C'est mettre la prise. Mettre la prise dans l'ordinateur pour le charger. Alors, je vous raconte une histoire. Donc, j'ai rencontré un coach athée, mais très spirituel, qui m'a dit: «Ah, mais vous, je pourrais vous aider». Alors, le premier exercice que je vous propose est très simple. Vous allez vous coucher dans votre jardin pendant 60 minutes. Vous pouvez mettre une couverture et vous allez essayer de sentir si vous sentez quelque chose. Mais moi, je ne sentais rien du tout parce que j'étais dans le mental à 99. Et le 29e jour, je me suis dit: ou bien ce coach est un con et on laisse tout tomber, ou bien quand même, peut-être que mon corps sent quelque chose. Le chemin vers l'intériorité, c'est aussi sortir du mental. Moi, j'ai été formé, j'ai fait 12 ans d'université. Mental, 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 mental. Les femmes sont un peu moins dans le mental que les hommes. Ouf. Donc, la première chose, pour moi, ça a été sortir du mental et puis découvrir qu'il y avait tout un chemin intérieur pour moi, que je découvre à 75 ans. Mais il y a beaucoup de jeunes qui le découvrent ou qui sentent des aspirations. Bon, ça, c'est un premier sujet. Deuxième sujet, oui, j'ai 80 ans et donc je ne descends plus dans la rue, même si je suis de cœur avec eux. Donc il y a une grande manifestation à Bruxelles dimanche passé ou dimanche il y a 15 jours. J'étais de cœur avec eux, mais je ne me déplace plus. Par contre, je suis dans le système d'échanges locaux, le CEL, ici de la région. Oui, je rends des services, j'aide les gens dans la mesure où je peux. Oui, il y a des monnaies locales, etc. C'est chouette, c'est pas encore tout à fait au point, mais c'est des choses qui ont leur intérêt. Ce que vous faites, c'est l'information alternative. Ça, c'est très, très, très important. Donc, c'est beaucoup plus important que de travailler au niveau de sa commune. Mais au niveau de sa commune, il y a des choses merveilleuses qui peuvent être faites. Bon, que je ne fais pas. Il y a Des abeilles et des hommes, un livre qui explique ce qui s'est passé à Los Angeles. Los Angeles, je crois que c'est la ville la plus triste de France, entourée de terrils, chômage 90%, vraiment, niveau très bas. Eh bien, les gens sont parvenus à faire revivre cette ville. Waouh! En faisant quoi? En mettant les gens en lien, en solidarité. Ils ont créé des tas de choses. Totnes, la ville en Angleterre qui a relancé le dynamisme de sa population, c'est merveilleux. Mais je suis par exemple membre d'une communauté de gens qui réfléchissent, ça s'appelle Ecosphéria, l'écologie, la féerie, la fête et la transformation personnelle. C'est passionnant. Donc, en état de réunion, moi, j'ai une vie passionnante. Et je fais aussi partie d'un réseau mondial de gens, surtout en anglais, de gens qui réfléchissent au changement de paradigme, à la nouvelle civilisation, etc. Il y a une question dans le Discord qui a été posée. Est-ce que la monnaie numérique du futur serait orientée vers le bien commun? C'est une très bonne question. Pour le moment, ce que la Banque centrale européenne est en train de planifier, c'est la mauvaise solution. Attention, ce qui ne veut pas dire que nous n'allons pas avoir des changements monétaires. La monnaie est un outil de communication.
La monnaie permet de faire des échanges. Quand la monnaie devient un outil de spéculation, là, c'est négatif. C'est un cancer. Quand la bourse a été créée pour l'industrie, pour permettre à des entreprises de disposer de capital. La bourse aujourd'hui, c'est 5% donner de l'argent aux entreprises et 95% de la spéculation. Ça, c'est un cancer. La spéculation ne travaille pas pour le bien commun. Voilà. Donc, dans les monnaies alternatives, par exemple, la méthode du blockchain, very good, très intéressant. On va vers là. Mais quand la Banque centrale européenne dit je vais créer de l'argent et je vais l'envoyer directement sur le compte de chacun, donc j'ai le numéro de compte de 500 millions d'Européens. Ça veut dire qu'on peut vous couper votre compte. Et là, vous êtes paumé. Et donc, attention à la digitalisation. La digitalisation de l'économie doit favoriser une économie qui vient du bas, une économie de partage, une économie de solidarité. Et c'est tout à fait possible. Alors là, ce que vous dites me paraît du bon sens. Je ne sais pas dans quelle mesure vous avez encore des connexions avec des personnes haut placées dans les institutions, qu'elles soient européennes ou peut-être chez vous en Belgique. Parce que encore une fois, bon, vous n'êtes pas le premier et le dernier, j'imagine, à nous parler de ce que peut faire comme dégâts la spéculation ou la manière dont un pays est dépossédé de la création de sa monnaie. En l'occurrence, le système tel qu'il fonctionne bénéficie toujours aux mêmes. D'ailleurs, on le voit très bien avec la crise sanitaire depuis 2 ans. Toutes les multinationales, les GAFAM, tout le monde se porte très, très bien. C'est à hauteur de milliards et de milliards d'euros. Donc là, vous parlez justement que ça soit en rapport avec la Banque européenne, que ça soit en lien avec le FMI, sur la manière dont ils envisagent justement peut-être l'idée d'une monnaie numérique. Ce que vous dites, moi, ça me parle hein, personnellement, hein, je trouve ça du bon sens. Est-ce que vous avez l'occasion de faire entendre votre voix par rapport à ça? Et dans quelle mesure elle est reçue? On ne me consulte pas. Non. Même Jacques Delors, il n'est pas mort, hein, mais on ne le consulte pas. Hein. Alors, je voudrais ajouter une chose pour les Français. Le franc CFA, ça, c'est le scandale des scandales. Hein. Ça, c'est vraiment la Banque de France qui vole l'argent des Africains. C'est bête et méchant. Mais tout ça continue, mais ça va changer. Il y a par exemple M. Fulmilch, ça veut dire lait entier. Hein. Enfin, c'est un avocat allemand qui est en connexion avec un millier d'avocats dans énormément de pays du monde. Et il est en train de mettre sur pied un genre de tribunal de Nuremberg qui va juger et condamner certains politiciens qui mettent en œuvre des politiques au niveau, par exemple, du Covid, qui sont négatives et gravement négatives. Est-ce que Fulmilch va réussir? Personne ne sait. Mais Fulmilch a déjà gagné un procès contre l'État allemand et contre Volkswagen. Hein, il faut le faire. Donc, oui, ça c'est une chose. Et puis, je dirais, je vais employer une autre comparaison. Le changement que nous sommes en train de vivre, c'est comme une plaque tectonique qui passe en dessous de l'autre. Ça produit des tremblements de terre, ça produit des tsunamis, c'est vrai. Là, la chose intéressante, c'est qu'une partie de la population perçoit la nouvelle plaque tectonique. Mais nos dirigeants ne l'aperçoivent pas. Nos dirigeants ne comprennent absolument pas tout ce que nous venons de dire sur la nouvelle civilisation. Ils ne comprennent pas. Il ne faut pas croire qu'ils le nient. Ils ne le comprennent pas. Et donc, je pense pas, excusez-moi, monsieur Louis Squeezie, je ne pense pas qu'ils ne comprennent pas, parce qu'en début des années 2000, il y avait Biniou Brzezinski qui avait mis, lors d'un sommet, je ne sais plus lequel, il avait parlé à une tribune en disant, bon, voilà, nous avons un problème. Il s'adressait aux puissants du monde en disant, les gens, les citoyens à travers le monde sont en train de prendre conscience. Nous ne pouvons pas le permettre, car cette prise de conscience va délégitimer notre pouvoir
que nous avons va changer les institutions, va changer de paradigme. Donc, nous allons mettre en place tel ou tel élément pour limiter la prise de conscience. Donc, ils en ont conscience que nous prenons conscience. Oui, une minorité. Vous avez tout à fait raison, mais c'est des gens très haut placés. Je ne suis pas certain que nos gouvernements, nos ministres soient d'un tel niveau. Ce que Brzezinski n'a pas compris, c'est que le changement se passe au niveau des tripes de chaque citoyen, qui passe des valeurs de mort aux valeurs de vie. Et que personne ne peut arrêter ce. Il peut le dire. Il peut dire au groupe de Bilderberg, au forum de Davos, à la trilatérale, il peut dire attention, les gens prennent plus de conscience que ce que nous avions prévu. Ils ne peuvent rien ni on ne sait pas la vitesse du changement, mais ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas l'arrêter. Et plus vous essayez de l'arrêter par des méthodes autoritaires, plus vous augmentez vous accélérez la prise de conscience, ce qui est en train de se passer maintenant. Est-ce que pour vous, oui, excusez-moi. Oui, oui. Est-ce que pour vous, il y aurait des chances, est-ce que nous allions vers un crash économique organisé, pourquoi pas? Est-ce que nous irions vers une guerre civile? Est-ce que nous aurions la possibilité d'aller vers carrément une guerre mondiale? Et je dis ça en même temps, peut-être d'une manière, grâce à l'ingénierie sociale, tout ça d'une manière très structurée et voulue. J'irai même plus loin, je crois que certains de ces gens très haut placés souhaitent un crash économique mondial. Donc, après le Covid, on va avoir un crash économique et on va avoir des guerres violentes qui vont confirmer le pouvoir de nos États. C'est un scénario qu'ils poursuivent. Je crois qu'ils ne vont pas y parvenir, mais c'est un scénario. C'est le scénario 1. La suite du scénario 1, c'est les guerres, le crash économique, la suppression des petites et des moyennes entreprises, l'attaque même de la famille, etc. Ils veulent vraiment transformer le citoyen dans ses fondements. Le second scénario, c'est que c'est le changement qui est en train de changer. Depuis 10 000 ans, quand on change d'époque, quand on change de paradigme, on passe du monde agraire ou du monde des cueilleurs au monde agraire, ou bien du monde agraire au monde industriel, ça se fait de manière violente. Donc l'humanité, chaque fois qu'elle a changé de paradigme, ça a été violent. Et si le changement était en train de changer et que pour aller vers un monde beaucoup moins violent, on ne le fasse de manière beaucoup moins violente. Ça, c'est le scénario 2, qui est en train de gagner doucement, mais qui est le contraire de ce qui est dit dans les médias, sauf les vôtres, et c'est pour ça que vous faites un travail si important. Oui, et méfiez-vous des gens qui donnent des dates. Mais nous n'en sommes pas si loin. Et plus nos gouvernements ont des méthodes autoritaires, plus ils bafouent les droits de l'homme de manière visible ou invisible, plus les gens commencent à dire, comme ma garagiste, oui, mais ils nous prennent pour des... Alors, et ça, c'est le début. Quand vous avez en Belgique, sur les 10 millions, vous avez 2 millions qui pensent comme ma garagiste, ça ne fonctionne plus, hein? Et en France, sur les 60 millions de Français, selon les statistiques, il y a 20 millions de gens qui pensent déjà autrement, hein? Attends, c'est beaucoup, hein? Est-ce que dans cette prise de conscience dont nous parlons là, de cette reconnexion à notre intériorité, vous prenez en considération les apparitions mariales et le message de la Vierge? Plus j'avance dans la vie, plus je me dis que et Marie et Marie-Madeleine ont été... on en a fait une image religieuse qui ne correspond peut-être pas à ce qu'elles ont vécu elles-mêmes.
Donc ça, Je c'est un côté. je vous parle des apparitions mariales, hein, et Oui, des ben, messages qui ont écoutez, été transmis. tout ça est bien. Et vous voulez parler des prédictions de Fatima, c'est ça? Entre autres, par exemple, il y a eu Garabandal, il y a eu la Salette, et les messages qui ont été, petit à petit, allez, pour faire simple, les 2 derniers siècles qui viennent de s'écouler, transmis à l'humanité. Donc, bien évidemment, le plus important étant celui du 4e secret de Fatima et puis de celui qui fait écho, 1961 à Garabandal. Donc, voilà, Conchita, est toujours, vivante, et elle est censée, nous donner, justement, une date, quant à un miracle qui serait à venir, apparemment prochainement puisqu'elle est censée le faire de son vivant. Donc, en tant que prêtre, je m'étais dit que peut-être vous insériez la vision du changement de paradigme aussi avec cette partie du puzzle. Dans quelle mesure peut-être il est, présent ou pas dans votre vision, Je ne sais globale? pas. D'accord. Je ne sais pas répondre. Euh, euh, il y a beaucoup de prévisions de Nostradamus, etc. Beaucoup de prévisions qui disent que ce serait le dernier pape. Est-ce que c'est vrai? Je n'en sais rien. N'en sais rien. Les secrets de révélation de Fatima tournent aussi autour de cela. Je n'en sais rien. Je veux dire que je ne sais pas. Vous n'êtes pas Je intéressé à l'eschatologie? C'est le genre de choses que je n'ai pas tellement étudiées. D'accord. On ne sait pas être compétent dans tout. Oui, pas de souci. Et la dernière question que je vous avais posée, c'est avez-vous de la nostalgie de l'ancien monde? Non, mais je crois qu'il faut rester très humble. Et il y a des parties de moi qui sont encore de l'ancien monde, et de vous, de chacun de nous. Nous ne changeons pas d'un bloc, nous changeons progressivement. Et donc, il y a des parties de nous-mêmes qui sont encore l'ancien paradigme, évidemment. Donc, cool. Mais je n'ai aucune nostalgie. Pour moi, j'ai vécu comme une libération intérieure. Le nouveau monde de l'intelligence artificielle, etc., ça vous fait pas peur du tout? Je ne suis contre aucune technologie. Parce que la technologie est une technologie. C'est un outil. Mais il ne faut pas demander à l'outil de conduire la machine. Il faut faire attention à nos choix éthiques. Il ne faut pas attaquer l'outil, il faut attaquer l'éthique et réfléchir à l'éthique de nos États, de nos populations. Ça, c'est important. Nous avons beaucoup de Français parmi nous, sur YouTube en particulier. Enfin, les Belges, ils sont nombreux, mais ils sont plus discrets. Par rapport à la politique française, est-ce que vous pensez, par rapport à Macron, est-ce que Zemmour prépare le terrain de Marion Maréchal? Dû à ça, ça risque la guerre civile. Mon impression est que l'Élysée et Macron ne désirent pas avoir un concurrent comme Le Pen parce que Le Pen est anti-vaccin. Et donc, l'Élysée a souhaité créer un partenaire de droite pro-vaccin. Et donc, tout ça est arrangé par en dessous. Et donc, il est évident que c'est Macron, dans la vision de l'Élysée, qui va gagner et que Zemmour va être celui qui va concurrencer Macron dans un second tour, mais perdre face à Macron. Moi, je n'en sais rien, mais ça ne m'étonnerait pas que ce soit assez vrai, assez bien vu. De cet entretien, de ce second entretien, ça me fait vraiment plaisir en fait que vous soyez revenu et que vous ayez le lancement d'une chaîne toute nouvelle qui est les universités populaires, ça me fait plaisir. Alors, moi je voudrais pour terminer vous féliciter vous deux. Je crois que c'est très important ce que vous faites. Parce que vous faites un travail de construction positive.
vous aidez les gens à réfléchir. Et donc, ça, c'est le plus important. C'est très bien. C'est très bien. Merci à vous, monsieur Louis Guizy, la gentillesse de répondre à ces questions. Merci aussi à toi, Laurent, d'être là, Merci à toi, de m'avoir accompagné. Et merci à tout le chat. Vous étiez assez nombreux. Vous étiez partagés entre deux lives. Merci. Merci beaucoup. Ah oui, vous avez vos livres. Est-ce que vous voulez les montrer? Peut-être que ça pourra intéresser le public. Le chemin de l'être au-delà des religions et surgissement du nouveau monde. Si ça vous intéresse, ils sont dans toutes les librairies. C'est très facile de les trouver. Maintenant, pour les Canadiens, il vaut mieux commander sur Amazon. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Et à très bientôt. Oui, et pour la note positive, une note positive. Bon chemin de réenchantement. Merci à vous, Marc. Au revoir. Au revoir à tous. Merci. Et voilà, je vous remercie d'avoir visionné. C'était avec Marc Lungs-Jinxie, une personnalité très renommée, très connue. Vous pouvez même le voir dans d'autres émissions sur le net ou ailleurs. Très demandé. Une personne très très sage, je vous le conseille. Donc c'était dans le cadre des universités pop du 30 novembre, il y a plus d'un an, au 5 décembre, en compagnie de Laurent Fent. Je vous embrasse de nouveau et je vous dis à très très bientôt avec Liberty dans les unifs pop et bonne rediff si vous voulez regarder ce live en rediff. Et à tout bientôt. Ciao, ciao.
I keep an eye on myself all the time. I only close one eye when I sleep. I keep the other one open all the time. Even when you seem to think my sleep is deep. Deep, deep, deep. I keep myself on a leash all the time. Even when you think I'm running wild, I tell myself now, don't you run so fast. I tell myself, girl, don't be such a child. Child, child, you're a child. Child. I am my own special creation. So come take a look, give me the hook of your creation. It's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say, hey world, I am what I am. I am what I am.
swear